judiciaire, de conseillers juridiques, d'assistance sociale. Les femmes n'ont plus besoin de partir d'un endroit à un autre comme c'était le cas avant et ça les décourageait. Donc vous avez un tout en un, elles sont prises en charge. C'est déjà un premier pas de mesures concrètes. Nous avons également des mesures préventives de ces violences. Nous avons conçu dans les curricula des professeurs des enseignements contre les discriminations, contre les violences faites aux femmes, contre les préjugés sexistes. Nous avons également prévu dans les établissements scolaires des cellules d'accompagnement d'enfants victimes de violences, également des cellules d'alerte. Si un enfant est victime de violences, que ce soit dans son milieu familial ou dans son milieu scolaire, les autorités compétentes doivent être saisies. C'est une obligation faite au personnel d'enseignement, que ce soit les directeurs, les surveillants, etc., les professeurs. La violence à l'égard des femmes est un phénomène que nous ne pouvons plus tolérer. Africa Gabon Télécom passe au débit inédit sur la région de 500 mégabits seconde, un record qui nous propulse au premier rang de l'Afrique centrale. Africa Gabon Télécom passe au débit inédit sur la région de 500 mégabits seconde, un record qui nous propulse au premier rang de l'Afrique centrale. Ladies and gentlemen, welcome to Gabon 24 in this special interview in line with the African Climate Week. We're talking about this important climate conference that tries to address issues of adaptation and mitigation in the face of global warming. To tackle these issues, I do receive the Minister of Environment of Uganda, Madam Atim Beatrice Anua. Welcome, Madam. It's a pleasure to be here. How do you feel since you've been in Libreville? I'm at home. Africa is home.
Okay, thank you. Your country, Uganda, hosted last year the African Climate Week in a particular context of COVID-19. And what was the outcome of that important conference? It was a honor for Uganda to host the African Week. Unfortunately, it was when we were all globally battling the COVID pandemic, and we couldn't have what we are seeing here. It was actually virtually conducted, that member states were able to conduct. But as a country, we had prepared adequately well. We had sensitized people. We had brought on board different actors and stakeholders, and we had prepared for showcase what we have done in the light of the effect of climate change as a country. And unfortunately, we didn't have what we are seeing here, but we were able to prepare ourselves. And then as a result of that is what we are building on. Because literally we had prepared to showcase in the very difficult time. But now that the pandemic has relaxed a bit, we are able to build on what we had already set. And it was a good footing, because for us, it was a wakening up call. But also the interventions and input of other colleagues, other member countries, which we got virtually, we were able to have a comprehensive view of what is happening across the continent. And this COVID-19 pandemic did not allow you to really show the world what you prepared. But today you are in Gabon to represent your country and also to build solutions, strong solutions for Africa. What is exactly your message? You can also come back on what you prepared last year in your country. Well, the truth of the matter is that the COVID pandemic even awakened the world more. Now, coupled with the effect of climate change, which for us as a country, Uganda, we have experienced drought, we have experienced landslide, the flooding, our people have died, we are already experiencing food insecurity. And these are issues which we have taken very seriously, and as a country, we have already put in place. We have, first of all, which is unique to other countries, is that as a country we have a climate change committee of parliament established. And we have the members of parliament who belong on that committee here with us in this conference. Two, we have already put in place a Climate Change Act, which has been passed, and this one spells out the responsibility of all the stakeholders, the government, the local government, the civil society, the private sector, the youth, and everybody has a stake and has a responsibility. And how we coordinate ourselves is what is already spelled in the Act. Two, the Act also has been able to mainstream out the effects of climate change in all other ministries. We have even put in place a demand for compliance, certificate of compliance for all these ministries before their budgets are passed. We want each ministry, either water, either works, whether refugee, maybe security, health, they must have the component of climate change, environment component, and put money to it as a sector, because the effect of climate change cuts across and it affects all these sectors. And for us to embrace it and have it well coordinated, each ministry must show us an activity they are going to do about countering the effect of climate change in their ministry, and they have a budget. So the budget you bring to Parliament, when it is not compliant with climate change, we don't pass it. It is, without cutting you, it is very nice to hear about that beautiful organization, that beautiful policy that is being organized in your country. But can you tell us more about this specific, let's say, expression that we call Mama Mabira,
What does it stand for? That is a long story. I think I'm a Minister of State for Environment now, but what Ugandans know me more on is that I'm an activist for environment. On the 12th April 2007, we put up a spirited fight to stop government cutting down the only forest, which is Mabira Forest. And by the time you were not minister? I was not. I was just a member of parliament and I was in the opposition. So I was not a minister. So we told government, you cannot cut down this valuable forest to plant sugarcane. So we went and mobilized people, and people came up in big number. People died. I was arrested, but we put up a spirited camp. We told the government, the president, you are not going to cut that tree. One tree down, one person down. So we will manage to save the forest, and that is what we have as a forest. And all Ugandans think that I'm the mother of that forest. And maybe globally, I'm the only mother of the forest and human beings, because I'm also a mother of 5 children. Very beautiful. So very that important. one is a background, and it helps us. It helps me as I am. I don't really act because I'm a minister, because I'm very passionate about and believe in what I'm doing. For me, it is easy to either you have the environment conserved or you don't. Whether I'm a minister or I'm not, it is about environment conservation. I'm passionate about that, full stop. My message out there then will be, Africa, it's time to wake up. I've been in these meetings. I led the delegation of Ugandans to COP27 in Glasgow. The message we are running around with is we are vulnerable. We want funds. The funds are not forthcoming. I'm telling Ugandans, and the message today should go out. Africa, we are not vulnerable. We can't. And Africa, we are not poor. We are sitting on a gold mine. Africa is rich. We wake up, we want us to 3 things. I'm requesting of listeners and viewers out there, and you Africans in totality, that can we take up time to value what we have? I have seen beautiful forest here. Do you know what is the value of that forest? To cleaning the environment, we need to put value to that. Plus ours, plus the neighboring, all the countries in Africa have something. What about the water bodies? What about the ecotourism? Ecosystem, the wetlands we have. These are all natural resources we have. Let's put value to it. And once we put that value, we put it together as Africa, we carry that bag of the valuable cost of the environment of Africa. We go to the negotiating table. We tell our partners, as Africans, this is the value we have. How much are you putting to this so that we clean the environment? Okay. 2, allow me to finish on this. Yes, It's quite critical for me. Go on. And then 2, we put the monies which are supposed, they're supposed to pay us. They're supposed to pay us. We are not asking, we are not begging. We are asking because we have all this richness, which is helping cleaning the... For sure. Can you pay us? And then we create an African fund from which every African country... They're even talking about carbon credits. That one is coming. That is the 3rd point I wanted to advance. You're cutting me short. So I want us to create an African fund out of our natural resource traded, so that we can help each other to restore and protect. But 3, which is critical, is that the carbon credit is coming. Can we use this to trade off? There is something which I want to warn fellow Africans. There are people who are moving around with money. They come to Gabon, they tell you we have this $1 million. Can you look for a big chunk of land and plant for us trees? Now, we are very excited about the millions that are telling us of dollars. We are not aware how much, if we put our 1,000 to 2,000 acres of land under plantation, how much carbon credit can we get it? Must somebody get the carbon credit on behalf of Gabon, on behalf of Uganda, on behalf of Congo? No. We Africans together, we must have our basket and go for carbon credit, and we negotiate for it. Lastly on that one, it is time. This COP27 is an African COP. Let's make sure that all our presidents
in each country of Africa, we go to Egypt and we go and on the process and put on table that Africa is not vulnerable, Africa is not poor, we are not coming to beg, we have something to offer. Okay, is Mama Mabira that voice that is telling authorities, decision makers, that you are not against the economic development, but you want the kind of development that takes into account the challenges of environment, the respect of the environment? We must balance the equation. Development will not be sustainable, will not come its way without conservation of the environment. Full stop. If we want development, we must conserve the environment. The environment offers the production, factors of production. Without that, we cannot develop. And this one, we must balance the equation. Vis-a-vis getting alternative sources of life for our people. We know some are going there because they want to earn a living, but they are already alternative. In Uganda, we're not talking from nowhere. We are telling people to get out of the forest, to get out of the wetlands, but we are going to give them, as a government, alternative sources of life. We are saying all those who have been cultivating the wetland, leave the wetland to regenerate. But we, as government, we are going to give you fish ponds along the wetlands, and you start earning and selling fish. It's more productive, more viable than just planting a few grass and rice in the wetland and destroying the ecosystem. Do you think that African people have really understood the concept of sustainable development? Because we are the people who are in perfect harmony with the nature. That's true. Yes, learning is a continuous process. That's why, as a leader, we don't get tired of sensitizing. And that's why I'm calling on the mindset. Because there's also a mindset which we have to work on. People think the environment is a free land available. You see, that's a mindset. But we are telling them we need to do cost-benefit analysis. We tell them this is what will happen if you occupy that wetland, for example, or you cut down the tree. And this is what will happen if you don't. You still can earn. And that's where the alternative source of livelihood comes in. In Uganda, we partner with all the communities near the forest. They can help us restore what they have cut. We give them the incentives. We even allow them to go and keep bee farming in the forest. And those ones are the wetland. They do fishing so that they become the guards for us. And they enjoy. Once they see that fish is producing more than what they are producing rice, since they see that their honey is earning them more money and it needs to be in the forest and on the trees, they will not allow the cutting of the tree. 3, we are giving them advice on what type of trees to plant, because we have both central forest reserves and then private land and forests on the private land. So we want to advise them, those who are planting trees on the private land, what types of trees. We are moving away from the pines and whatever the trees which you cut down. We are telling them, can we go in planting macadamia, avocados, coffee? So if your farmer is planting an acre or 10 acres of macadamia, avocado, we have set ourselves to look for them the market. Now, he picks every year and goes and sells. Will he cut down the tree? And you are really doing all that is possible to bring a lot of information to populations in order to put them on the way to what we can call eco-citizens. Sure. For us, the involvement of the private sector, because we give part of our, we have already, by the way, a 10 years restoration plan, which we have passed as government. We are involving the private sector. We give out part of the forest which was degraded to some willing private sector people to come and replant it. You know? And they share in the carbon credit in future. They are stakeholders. We involve the youth. We have the youth groups which are involved in green economy. We are going into
smart agriculture, you know, and the local government is the one in charge to approve or disapprove the use of these natural resources. So it is all the stakeholders are involved and they are really at stake. We want them to see the benefits before they can reinforce it. Is it also, is this African Climate Week the opportunity for you, based on what you're doing in Uganda, to share it, to share this example, to share all that you put it on the table to make it beneficial for other countries in Africa? It is a wake-up call. I'm happy that I've attended this, where I've made my presentation. This is a passionate call. And let me use this opportunity also on this television for our people who are seeing us, who are listening to us, and the Africans over there, that it is time we wake up and see the gold we are sitting on. We give value to it. We use it as a negotiating tool. We use it as an asset for us to be paid for the carbon credit. We use it to help ourselves, to give an alternative to our population so that our people are not thrown in this right. There's also some ideas that are telling us how much land can you put under conservation. We want nature-based solution. What works best in Uganda might not work best in Italy, for example, or somewhere else. So each country is unique. We need to be allowed to use our nature-based solutions for our own people. We know it better than other people coming to tell us what we should do. Supposing we have already, like here, we have already a forest cover. We have a water body. Now the remaining part is for agriculture. You are telling us, can you sign up so that all the remaining land goes for tree planting? Where will our people go and get agricultural land? No? We are telling you partners we are talking with, that at least we have offered that. That's why I say we value what we have. We shall tell them we have already so much coverage of acreage under forest, under wetland, under ecosystem. So what are you bringing on board? Bring us the money which you promised, give us technology, and we use it for our home-based solutions. Okay, there is another issue that I want us to tackle. How does the government of Uganda manage to assure economic recovery in harmony with environmental challenges after the health crisis that hardly hit the world? I think my country, Uganda, and I think let me give credit to my president, His Excellency General Museveni Yoweri, who spearheaded. For him, he's a military man, and all his programs are in the setting of a military setup. We handled the pandemic, COVID pandemic in Africa, in the world. I think we were the best. Yes, for sure. Why? Because he took the lead, took into guiding the population what the do's and the don'ts. He restricted, we closed down the whole system, including schools, for 2 years. For 2 years, yes. To manage the pandemic. And that one, it had both it's bad that our children stayed home for 2 years, but we saved lives rather than anywhere else. With that, we showed the world. And I want the African brothers and sisters to know that with that one, we showed to the world. Because people have been saying, Africa is backward, we don't have good health system. Whenever you are sick, you have to be flown to Europe. But at that time, if we had not locked Uganda, can you imagine how many planes would be coming from Europe to come to Uganda to know how much we have managed the COVID pandemic? This was an indication that Africans, we have a solution to our own problems. So this can be replicated in the environmental issue. The president has taken the lead. He's actually now the one steering the environmental conservation. He's giving directive, he's commanding, and I'm sure with that, he has told people, if we don't conserve the environment, Uganda is doomed. We have seen the landslide, we have seen the floods, we have seen the poverty and food insecurity. We need to get out of the wetlands. We need to get out of the forest. We need to restore quickly. Meanwhile, you have to be given another alternative so that this natural resource is protected and regenerate. Hence,
we are actually going towards industrialization, urbanization. We want people to go for intensive farming, and this one will generate more money and then jobs for our people. So I am telling you, the pandemic has helped us to be resilient. And the word here is resilient. Africa, wake up. We are able to manage our issues. Very good. But do you think that strong measures will be taken at the very end of this African Climate Week while preparing COP27 in Egypt next November? We must have a strong position. And the strong position must be African position. Last month, we were privileged as a country. We hosted the interministerial regional meeting, and as a pre-COP meeting, we have already identified where migration mobility, you know, in Africa and in Europe, in the globe almost, Uganda is number 2, number 3 for hosting refugees. We have open door for our brothers or sisters who have trouble. And then we wanted this to be mainstreamed into the pre-COP position. So, and we were able to have 22 countries sign a Kampala Declaration, which stipulated what we thought should be propelled to the agenda of COP27. So if we add that one to what we are going to declare here and the other African body, the other week we are going to Senegal, AMSEN. So those positions must all be brought on board, harmonized, and we have one common position for Africa. And that's why I said our heads of state must take lead to take us to COP27, to put our agenda on table. If they are not there, we are going to be taken chance of, which we don't allow. Our presidents must be there to prepare the African agenda. Thank you very much. May I call you Mama Mabira? Yes, thank you. You are the Environment Minister of Uganda. Yeah. Thank you again for having answered to our questions. Merci beaucoup. You're Thank welcome. Ladies and gentlemen, this is the very end of this special interview focused on the African Climate Week. You can keep on following us on Gabon 24 on our socials. Thank you. See you. Bye-bye for now. Thank you. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Vous nous parlez beaucoup, ça c'est vraiment pour les jeunes qui nous suivent, vous parlez beaucoup du métier de développeur informatique. C'est quoi exactement? C'est quoi son rôle? Vous avez des applications mobiles. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui écrivent des lignes de code. Des lignes de code informatique, en gros, c'est un algorithme qui est transformé dans un langage, dans une certaine syntaxe. Et c'est cet algorithme-là que vous, au fait, vous finissez par voir, qui sort en front office. Et donc, du coup, les informaticiens, dans le domaine de l'informatique, quand on parle du code, il y a le codeur, mais il y a un ensemble de métiers autour. Donc, Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.
Move Africa Gabon Telecom passe au débit inédit sur la région de 500 mégabits seconde, un record qui nous propulse au premier rang de l'Afrique centrale. Move Africa Gabon Telecom passe au débit inédit sur la région de 500 mégabits seconde, un record qui nous propulse au premier rang de l'Afrique centrale. Vous êtes bien sur Gabon 24 et c'est l'heure d'une nouvelle édition d'information. Voici le sommaire. Au Gabon, ce lundi, les partis et regroupements politiques légalement reconnus ont échangé avec le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, au cœur de la rencontre, le processus de renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections. On en parle dans le développement. Mise en place par la Commission de l'Union africaine et CDC Afrique au plus fort de la Covid-19, le nouvel ordre de santé sur le continent a dressé son bilan à mi-parcours. Nous le verrons dans ce journal. C'est tout les titres de ce journal qui s'ouvre avec cette audience accordée par Ali Bongo Ndiba au président de l'Assemblée nationale de la Sierra Leone. Une rencontre qui s'est faite en présence du vice-président de la République. Le compte rendu avec Adeline Zila, Arma Moupene. En tant que clé de voûte de toutes les institutions et dans le cadre des consultations régulières, le président de l'Assemblée nationale est venu échanger avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il était question pour Faustin Bokoubi de venir recueillir des orientations quant à la parité du système électoral des échéances à venir. Nous faisons un tour d'horizon sur l'actualité politique nationale et nous avons parlé particulièrement de la proposition annoncée par le président de l'Assemblée nationale susceptible d'instaurer la parité dans notre système électoral. Et donc il a apprécié les contours de cette proposition et il nous a encouragés à la finaliser. Pour la bonne marche des élections, le président de la République a instruit le président de l'Assemblée nationale d'accélérer la cadence pour l'adoption des dispositions légales susceptibles de concourir à l'amélioration du processus électoral. Vous avez compris, il s'agissait très bien du président de l'Assemblée nationale gabonaise.
Par ailleurs, de son côté, le ministre de l'Intérieur, Lambert Mata, a convié les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition à une réunion d'information sur la mise en place d'une commission ad hoc en vue de l'élection du président du Centre gabonais des élections. Écoutons le ministre d'État à l'Intérieur qui revient sur les grandes lignes de cette rencontre. Le bureau du CGE, vous le savez, est composé à parité des représentants désignés par les partis politiques ou groupements de partis politiques de la majorité et de l'opposition. Pour cela, le délai qui nous est imparti pour le renouvellement de ce bureau commande dès à présent qu'il soit mis en place les différents organes devant composer, outre le collège électoral, qui est constitué de 5 membres, collège spécial. Mais avant, la commission ad hoc, composée de 4 membres par camp politique, commission ad hoc qui est chargée d'examiner les dossiers de candidature au poste de président du Centre gabonais des élections, prérogative que me confère la loi. Par ailleurs, selon le dernier rapport sur l'investissement dans le monde en 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les entrées d'investissements directs étrangers au Gabon sont passées de 1,5 milliard de dollars à 1,7 milliard de dollars entre 2019 et 2020. Modeste Ocom. Le stock d'investissement direct étranger était estimé à 14 milliards de dollars en 2020. Le Gabon a enregistré des entrées robustes dans le secteur pétrolier avec l'adoption de son nouveau code pétrolier en 2019, ce qui a conduit à plusieurs nouveaux accords de partage de production offshore, dont certains se sont concrétisés en 2020. Les flux mondiaux d'IDE ont fortement rebondi en 2021, mais ceux vers les pays africains hors Afrique du Sud n'ont augmenté que modérément. Dans l'ensemble, les secteurs pétroliers et miniers sont les principales destinations des investissements directs étrangers dans le pays. Cependant, les secteurs de l'agroalimentaire et des infrastructures ont récemment reçu les flux d'IDE les plus importants. La Chine est de plus en plus présente dans le pays. Le Maroc est également un investisseur majeur dans le Gabon, avec des entreprises investissant dans le secteur des services, des mines, des infrastructures et de la construction. La France a quant à elle historiquement occupé une place prépondérante dans le stock d'IDE du Gabon puisque des centaines d'entreprises françaises ont implanté des succursales dans divers secteurs tels que l'exploitation pétrolière, minière, du bois, de l'agroalimentaire, des BTP, des services financiers, des concessions d'eau et d'électricité. Pour la suite, avec Milsen Seni de notre rédaction, faisant un zoom sur les systèmes traditionnels de placement financier, puisque depuis décembre 2022, une entreprise baptisée Sonedix Gabon proposait des investissements en matière d'énergie solaire, promettant d'alléchants bénéfices. Il s'avère aujourd'hui qu'il s'agirait d'une arnaque par système pyramidal. Comment investir son épargne intelligemment? Cette question vous l'avez déjà posée. Les choix sont multiples, mais il faut se méfier des taux de rendement annuels dépassant les 7%. C'est pourquoi il est important de connaître les principaux placements financiers à votre disposition. Il y a par exemple les actions qui représentent une fraction du capital d'une entreprise. En détenant des actions, vous devenez ainsi propriétaire d'une partie de la société. Le choix pourrait également se porter sur les obligations moins volatiles. Les obligations restent un investissement considéré comme relativement plus sûr que les actions, même si le risque d'une perte en capital est réel. Pour rappel, une obligation est un titre financier coté en bourse correspondant à un prêt à un État, par exemple le Gabon, ou à une entreprise qui cherche à se financer. Les taux varient entre 3 et 6%. L'immobilier se positionne comme l'un des placements de capitaux les plus sûrs à long terme dans un contexte de taux plutôt favorable.
Le capital investissement, quant à lui, est aussi l'un des atouts du placement financier. Ce dernier accompagne sur une durée déterminée des entreprises non cotées et leur apporte des fonds propres nécessaires pour financer des projets de croissance et de transformation. Par ailleurs, dans le financement participatif, les particuliers qui contribuent au financement d'un projet d'entreprise ou associatif ont l'impression de donner du sens à leurs investissements. Avant d'investir sur un projet, vérifiez l'agrément de la plateforme, sélectionnez l'investissement que vous souhaitez. Tout investissement comporte des risques. C'est dans ce sens que le potentiel investisseur devrait étudier la question à 360 degrés. Sur un tout autre volet, les autorités de l'université Omar Bongo ont procédé ce lundi au lancement des journées d'information pour les nouveaux bacheliers, l'enjeu étant de présenter le fonctionnement de l'institution. David Obola, Alban Bomba. Les cours à l'université Omar Bongo pour le compte de l'année 2022-2023 démarrent sous peu. En prélude à cette rentrée, une journée d'information a été organisée, une tradition qui se renoue. Le choix d'une université qui regorge donc des professionnels de l'éducation avec un corps enseignant performant et gradé et bien entendu avec des outils pédagogiques qui restent améliorés. Une première prise de contact entre étudiants, personnel administratif, enseignants et les partenaires qui aura permis aux futurs étudiants de l'UOB d'avoir le maximum d'informations. Je n'ai pas encore choisi le département, on m'a juste orienté dans un département. Donc pour le moment, j'essaie de m'informer. Qu'il s'agisse des modalités d'évaluation dans le cadre du système LMD, des offres de formation, la scolarité, la régie disciplinaire de l'UOB, plusieurs stands ont été mis en place pour permettre à ces élèves d'avoir toutes les informations nécessaires. En tant qu'association des étudiants handicapés du Gabon, notre rapport, c'est d'abord de recueillir tous les étudiants vivant un handicap qui ont été orientés au sein de l'université Omar Bongo, dans le but de leur permettre une meilleure orientation et également aussi leur présenter aussi la vie estudiantine qui se tient au sein de l'université Omar Bongo. Je suis nouvelle étudiante à l'université Omar Bongo. Bon, le département que j'ai ciblé, c'est le département de droit. Après cette première phase d'information qui s'étend sur 5 jours, les inscriptions pourront démarrer. Les concernés sont donc invités à se connecter sur la plateforme écoleenligne.net à compter du jeudi 19 à partir de minuit et ce jusqu'au jeudi 26 janvier prochain. Et dans le reste de l'actualité africaine, je vous le dis en titre, créé au sortir de la pandémie de la Covid-19, l'heure est au bilan à mi-parcours pour le nouvel ordre de santé pour l'Afrique mis en place par la Commission de l'Union africaine et CDC Afrique en collaboration avec les communautés économiques régionales et ses États membres. Suivons. Organisé autour de 5 piliers, à savoir le renforcement des institutions de santé publique, le renforcement des compétences professionnelles des personnels de santé publique, le développement de la fabrication de vaccins, de produits pharmaceutiques et thérapeutiques, des partenariats orientés vers l'action et l'accroissement des ressources nationales au profit de la sécurité sanitaire, le nouvel ordre de santé en Afrique a aujourd'hui 1 an. L'objectif à terme, parvenir à l'autosuffisance des systèmes de santé publique en Afrique et de donner plus de poids à la voix de l'Afrique sur les problèmes de santé dont le monde se construit. Le dit projet prend progressivement forme avec l'adoption récente de la décision créant l'Agence africaine de médicaments, dont le siège est à Kigali au Rwanda après la première conférence internationale sur la santé publique en Afrique en 2021. Aujourd'hui, l'Union africaine compte sur la collaboration de ses différents partenaires pour mener ce projet à bien, à l'instar de la Chine dont la coopération a été déterminante à toutes les étapes de mise en œuvre de ce nouvel ordre. C'est sur ce récit de Ronan Charline Makonde que nous refermons cette édition d'information, mais avant, voici le rappel des titres. Le Gabon, ce lundi, les partis regroupements politiques légalement reconnus ont échangé avec le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, au cœur de la rencontre, le processus de renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections. Nous venons de le voir, mis en place par la Commission de l'Union africaine et CDC Afrique. Au plus fort de la Covid-19, le nouvel ordre de santé pour le continent a dressé son bilan à mi-parcours. Nous l'avons vu dans cette édition d'information.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lorsqu'il sera à 20h à Libreville au Gabon pour la principale édition du soir. Entre-temps, gardez le sourire. Bonne suite de programme. Mes chers compatriotes, en 2022, le Gabon s'est redressé. Après 2 années terribles, marquées par la pandémie de la Covid-19, notre pays s'est redressé et a repris sa marche en avant. Sur le plan économique, après la levée de toutes les contraintes liées à la pandémie, l'activité économique a redémarré. La croissance du Gabon a doublé pour se situer aux alentours de 3%, contre 1,5% en 2021. Nous ne devons pas minimiser les investissements multiformes que nous avons consentis tous ensemble, ni le courage que nous avons tous manifesté par la prise de décisions audacieuses et leur application. Sur le plan territorial, des grands travaux ont été initiés, tels la Transgabonaise, qui sera l'une des plus longues routes terrestres d'Afrique. Son impact positif se fait déjà sentir en bien des endroits. En matière d'éducation, en une trentaine de mois, le nombre de classes a considérablement augmenté. Pour la prochaine rentrée académique, plus de 23 000 nouvelles places seront créées dans les établissements primaires et de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ouvriront leurs portes. Les écoles provinciales de formation et d'action sanitaire et sociale de Mouila et Makoukou, l'Université des sciences techniques de la santé d'Okala, l'Université des sciences de l'éducation du Cap-et-Sayas ou encore l'Université de Port-Gentil. Mes chers compatriotes, ce dernier jour de l'année est l'occasion de dresser le bilan de ce qui a été accompli tout en mettant le cap sur l'année à venir, en intensifiant les réformes qui ont été menées et qui ont porté leurs fruits. En matière de santé, nous continuerons, comme nous l'avons fait, à construire et à réhabiliter des centres de santé, à améliorer la fourniture de médicaments. La fourniture en eau et en électricité, importante pour la qualité de vie au quotidien, s'est, elle aussi, améliorée durant ces dernières années, mais notre effort sur ce plan va être intensifié. En matière de protection et de promotion des femmes, nos succès sont évidents, patents. Des lois importantes ont été votées. Au niveau international, en cette année 2022, la position du Gabon s'est encore renforcée. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, grâce à notre protection en faveur de la forêt, le Gabon est considéré comme un pays leader. Toujours sur le plan international, 2022 a été marqué par 2 événements historiques. En juin dernier, notre pays a rejoint la grande famille anglophone du Commonwealth. D'immenses opportunités s'offriront bientôt à nous. Et en octobre, pour la 3e fois de son histoire, le Gabon a présidé avec succès le prestigieux Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette dynamique ne doit pas être interrompue. Elle doit être poursuivie, prolongée, amplifiée. En matière d'environnement, les choses aussi vont évoluer. À partir de 2023, un pourcentage du montant de la vente des crédits carbone, l'argent que nous percevons en contrepartie de la protection de la forêt, sera affecté directement à la lutte contre le conflit homme-faune. Cet argent servira notamment à approvisionner le fonds de compensation des victimes des éléphants. Sur le plan social, j'ai maintenu la gratuité des transports, dont le coût pour l'État est pratiquement de 13 milliards de francs CFA. Toujours sur le plan social, 2022 a été marqué par la reprise en main de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les arriérés de pension de retraite seront intégralement réglés dès ce mois de janvier.
De même, au cours du premier semestre 2023, ceux des prestations familiales, parmi lesquelles les indemnités journalières de maternité qui se chiffrent à 2 milliards de francs CFA. Soyons confiants, restons combatifs. Si en 2022, le Gabon s'est redressé, il consolidera sa transformation en 2023. Je souhaite aller plus loin, beaucoup plus loin. En santé, plusieurs faits ont marqué l'année 2022 à travers le monde. On peut citer la création d'un vaccin contre le VIH-Sida, toujours en phase expérimentale. Constitué grâce à la technologie de l'ARN messager, ce premier vaccin, mis au point par le laboratoire Moderna, a été injecté à un premier patient en mars dernier dans le cadre des premiers stades de l'essai clinique. Un espoir pour le monde scientifique qui, depuis plus de 40 ans, cherche jusqu'ici une solution thérapeutique efficace pour éradiquer le VIH-Sida. Même s'il n'est qu'en phase expérimentale, ce vaccin donne de l'espoir aux scientifiques car le risque de contracter le VIH est descendu à 79% chez 7 macaques l'ayant reçu. Les auteurs de l'étude estiment donc qu'il y a un impact significatif sur la transmission virale. Les essais thérapeutiques de la première phase ont toutefois été lancés et sont prévus jusqu'à fin 2023. Ils concernent 56 personnes âgées de 18 à 55 ans non infectées par le VIH et en bonne santé. Ce essai marque une véritable évolution dans la lutte contre le VIH. Une fois validé, ce vaccin ne devrait pas être commercialisé avant 10 ans. Pour l'heure, l'expérimentation de celui-ci n'a pas encore eu lieu sur le continent africain. La lutte contre le paludisme bénéficie également d'une avancée majeure avec l'arrivée d'un vaccin qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays africains. Pour un meilleur accès du vaccin antipaludique en Afrique, Gavi, l'Alliance du vaccin, a mis en place un nouveau financement, une enveloppe de 160 millions de dollars. Ce soutien financier international concerne la période allant de 2022 à 2025 et vise à améliorer l'accès au vaccin pour les enfants qui sont les premières cibles
car souvent exposés à un risque élevé de maladie et de décès dus au paludisme. Gavi, l'Alliance du vaccin, offre ainsi aux pays africains l'occasion de solliciter un financement à même d'introduire ou d'amplifier le déploiement du vaccin antipaludique RTSS en dehors du Ghana, du Kenya et du Malawi qui ont lancé la phase pilote de l'introduction du vaccin antipaludique en 2019. Plusieurs autres pays du continent en proie au paludisme devraient bénéficier de l'initiative visant à freiner cette maladie qui demeure la cause majeure de décès chez les enfants en Afrique subsaharienne selon l'Organisation mondiale de la santé. Les statistiques révèlent qu'en 2020, près d'un demi-million d'enfants africains sont morts du paludisme, soit un enfant chaque minute. Le vaccin reste ainsi une lueur d'espoir. À ce jour, on compte plus d'1 million d'enfants ayant bénéficié du vaccin antipaludique dans ces 3 pays pilotes d'Afrique. Là où le vaccin a été introduit, il est désormais observé une baisse considérable du nombre d'enfants hospitalisés et de décès. L'Alliance du vaccin rassure qu'une deuxième phase de soumission des demandes ouvertes à d'autres pays éligibles dans lesquels le paludisme est endémique sera clôturée en janvier 2023. Le mois d'octobre a été marqué par la lutte contre les cancers féminins au Gabon et à travers le monde. Les sensibilisations et dépistages ont été réalisés à grande échelle autour du thème sport et alimentation saine. Au Gabon, par exemple, il y a eu une forte implication des travailleurs du secteur privé et public, des étudiants, élèves, tous unis pour la lutte contre les cancers féminins, notamment celui du sein et celui du col de l'utérus, respectivement, la première et la deuxième cause de mortalité chez les femmes, selon l'OMS. Un mois plus tard, c'est la campagne Novembre Bleu qui a vu le jour pour les cancers masculins, dont le plus fréquent reste celui de la prostate. Malgré une forte réticence des hommes, certains comprennent la nécessité de se faire dépister, car un dépistage précoce permet de réduire les conséquences liées à la maladie. La lutte contre le VIH-Sida s'intensifie à travers le monde et en 2022, la journée mondiale a été célébrée sous le sceau de l'égalité. Un appel à œuvrer en faveur des actions concrètes qui font leurs preuves et qui sont nécessaires pour lutter contre les inégalités et aider à mettre fin au sida. Comme les autres pays, le Gabon est lui aussi déterminé à réduire les risques liés à la survenue de cette maladie, notamment à travers la lutte contre les inégalités. L'année 2022 reste marquée par la levée des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Et bien que le coronavirus soit toujours présent, chaque pays s'efforce désormais à vivre avec. La vaccination contre le virus reste fortement recommandée pour l'atteinte de l'immunité collective, sans laquelle le combat reste rude. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Vous nous parlez beaucoup, ça c'est vraiment pour les jeunes qui nous suivent, vous parlez beaucoup du métier de développeur informatique. C'est quoi exactement? C'est quoi son rôle? Vous avez des applications mobiles. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui écrivent des lignes de code. Des lignes de code informatique, en gros, c'est un algorithme qui est transformé dans un langage, dans une certaine syntaxe. Et c'est cet algorithme-là que vous, au fait, vous finissez par voir, qui sort en front office. Et donc, du coup, les informaticiens, dans le domaine de l'informatique, quand on parle du code, il y a le codeur, mais il y a un ensemble de métiers autour. Donc, ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.
Move Africa Gabon Telecom passe au débit inédit sur la région de 500 mégabits secondes, un record qui nous propulse au premier rang de l'Afrique centrale. Move Africa Gabon Telecom passe au débit inédit sur la région de 500 mégabits secondes, un record qui nous propulse au premier rang de l'Afrique centrale.
programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Vous nous parlez beaucoup, ça c'est vraiment pour les jeunes qui nous suivent, vous parlez beaucoup du métier de développeur informatique. C'est quoi exactement? C'est quoi son rôle? Vous avez des applications mobiles. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui écrivent des lignes de code. Des lignes de code informatique, en gros, c'est un algorithme qui est transformé dans un langage, dans une certaine syntaxe. Et c'est cet algorithme-là que vous, au fait, vous finissez par voir, qui sort en front office. Et donc, du coup, les informaticiens, dans le domaine de l'informatique, quand on parle du code, il y a le codeur, mais il y a un ensemble de métiers autour. Donc, Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Vous nous parlez beaucoup, ça c'est vraiment pour les jeunes qui nous suivent, vous parlez beaucoup du métier de développeur informatique. C'est quoi exactement? C'est quoi son rôle? Vous avez des applications mobiles. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui écrivent des lignes de code. Des lignes de code informatique, en gros, c'est un algorithme qui est transformé dans un langage, dans une certaine syntaxe. Et c'est cet algorithme-là que vous, au fait, vous finissez par voir, qui sort en front office. Et donc, du coup, les informaticiens, dans le domaine de l'informatique, quand on parle du code, il y a le codeur, mais il y a un ensemble de métiers autour. Donc, Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Hello and welcome to this news edition. Let's get straight to the headlines. The President of the Republic, Ali Bongo Ondimba, had a meeting with the President of the National Assembly of Gabon. And still in politics, there was a meeting between the Minister of Interior and different political actors of the country in preparations of this election year. As the keystone of all institutions within the framework of regular consultations, the President of the National Assembly came to exchange with the head of state Ali Bongo Ondimba. It was a question for Faustin Boukoubi to come and collect orientations as for the parity of the electoral system of the upcoming elections. Nous faisons un tour d'horizon sur l'actualité politique nationale. We took a look at the national political news and we talked about the proposal announced by the President of the National Assembly that would introduce a parity in another electoral system. And so he appreciated the contours of this proposal and encouraged us to finalize it. Contours de cette proposition et il nous a encouragés à la finaliser. For the smooth running of the elections, the President of the Republic has instructed the Speaker of the National Assembly to speed up
the adoption of legal provisions likely to contribute to improving the electoral process. As you heard in the headlines, the Minister of the Interior received representatives of the political different parties of the majority and the opposition this Monday, January 16th, noting that as scheduled, the prelude of a renewal of the office of the Gabonese Center for Election at the origin of the decision of the Constitutional Court to dissolve the office of the EMB, the measures put in place to fight against COVID-19, which had favored the postponement of its renewal. The Constitutional Court had then rendered a decision after referral by the political actors of the opposition to note the lapse of the mandate of this office chaired by Moise Bibalou Kumba and to request a renewal in the view of the future election event. We'll be coming in details in our future edition in this. Still in Gabon, Elvis Osinji and Lee White, respectively, Ministers of Mines and Environment, were in the province of Oigwe in Vindo this Saturday, 14th of January, to assess the social and environmental impact of the Belinga Iron Deposit project. Details with Futibulanga Muleka and Dimitri Abona. With a little more than 1 billion tons and an iron content estimated at more than 65%, the Belinga Iron Development Project will create many direct and indirect jobs for the benefit of young people in the Madi district in the province of Ogwe-Vindo. However, the project could also have an environmental impact, hence the presence of members of the government to explain to the inhabitants of the region the measures envisaged to anticipate this. Nous sommes aujourd'hui ici dans le cadre du projet Belinga. We are here today within the framework of the Belinga project, which is undergoing an acceleration phase following the very high instructions of the head of state. The mission, led by Professor Lee White, aims to see in what measures we could do it while respecting all the standards in force in the Gabonese Republic, because it is developed according to national and international standards, to implement the environmental and social impact study of this project. En œuvre l'étude d'impact environnemental et social de ce projet. The role of the Ministry of the Environment is to ensure that it respects environmental standards, but also to make sure that it is a project that is good for the people. Launched in Makoku on 16th October by the Australian company Fortescue Metals Group, the exploration phase of the Belinga iron deposit will last 3 years. It will require $90 million, about 58.8 billion CFA francs. Now, out of the African continent, in the African continent, Egypt, like a bridge, plays a significant and exemplary role in boosting the development of China-Africa relations. This is coming from a Chinese expert on international studies in an interview with a television this Sunday. Let's watch. Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi on Sunday called for strengthening Egypt's coordination with China in international and regional affairs, as well as further promoting Africa-China cooperation. Sisi made the remarks during his meeting with visiting Chinese Foreign Minister King Gang in Cairo. Egypt was the first African country to establish direct diplomatic ties with China. Wang Ying, Vice President of China Institute for International Studies, said Egypt plays an important role in strengthening China-Africa ties. Egypt is a major country in Africa and also, of course, in Arab world. And it will always play a role like a bridge, like a link between China and Africa and including the Arab world. And the relationship is so important and so significant, I think, and so good in the sense that it also has played a kind of exemplary model for relationship for cooperation between two countries with long history of civilization. Egyptian pharmaceutical company Vaxera has cooperated with China's Sinovac to locally produce COVID-19 vaccines. Orang said such cooperation will certainly help China and Egypt in fighting against the COVID-19 pandemic and boost Egypt to build itself into a vaccine center in Africa.
Now, economy in Northern Africa, the growth of the Moroccan economy should accelerate in the year 2020 to reach 3.3% against the 1.2% in the year 2022. This is a report coming from the High Commission for Planning, the ACP. For this, a Sharifan Kingdom estimated and published this Thursday, 12th of January. That's right. The increase in value added in the agriculture sector after the severe drought in 2022 and the rebound in domestic demand should be the main drivers of growth this year. These forecasts are based on the assumptions of an average agriculture production, an increase in domestic demand, and an oil price of $90 per barrel, the HCP said. The value added for the agriculture sector is expected to rise by 9% in 2023, assuming an average crop year, as the risks of the return of the specter of drought recorded in December 2022 after the relatively abundant rainfall are still likely. The HCP also forecast a drop in external demand for goods and services, whose growth rate would fall from 7.6% in 2022 to